premier cancer masculin, le cancer de la prostate, représente plus de 50 000 nouveaux cas chaque année en France, dont 8 500 personnes qui en décéderont. Tous les hommes à partir de 50 ans sont concernés, car il n'existe pas vraiment de profil type face à cette maladie. Une maladie dont la prise en charge évolue aussi très rapidement et qui a ainsi bénéficié de nombreux progrès ces dernières années. On retiendra notamment l'arrivée du robot dans cette spécialité qui présente de très nombreux avantages pour les patients. À mes côtés, pour nous en dire plus aujourd'hui, le docteur Frédéric Thibault, qui est urologue à l'hôpital privé Armand Briard, qui s'est justement doté récemment d'un robot de pointe pour les interventions carcinologiques. Bonjour docteur. Bonjour Vanessa. Alors je l'ai dit docteur, finalement dans le cancer de la prostate, il n'y a pas de profil type face à cette maladie. Donc le seul moyen dont on dispose aujourd'hui pour le prévenir, c'est finalement le dépistage. Et c'est important docteur, car il s'agit d'une maladie au départ qui est silencieuse. Absolument Vanessa, le cancer de prostate se manifeste par des symptômes extrêmement tardivement. Et quand ces symptômes arrivent, il est déjà trop tard pour proposer un traitement qu'on dit curatif, c'est-à-dire qui permet de guérir la maladie. D'accord. C'est pour ça que c'est important que les hommes dès 50 ans se prêtent au dépistage du cancer de la prostate, qui repose sur des choses assez simples. Alors, des choses assez simples, évidemment, il faut nous en dire un petit peu plus. Le dépistage du cancer de la prostate repose sur deux éléments très simples. Le premier est un examen clinique, le fameux toucher rectal, qu'on peut considérer comme pas très agréable, mais qui reste simple pour le patient. Et le deuxième examen, c'est une prise de sang qu'on peut faire au laboratoire sans rendez-vous, qui s'appelle le PSA, pour prostate spécifique antigène, qui est en fait une protéine qui est sécrétée par la prostate et qui permet un petit peu de définir quelle est l'activité de cette prostate et de savoir assez précocement si un cancer s'y développe. Bon, alors, pas agréable, évidemment, mais en tout cas très accessible. Alors, on a souvent tendance à penser que l'envie d'uriner, c'est un symptôme. Alors, on parle de prostate, à chaque fois, c'est ta prostate, c'est ta prostate. Je vous vois sourire, c'est faux, docteur? Non, absolument, c'est vrai, mais en fait, il y a une petite confusion, c'est qu'il y a deux grandes pathologies dans la prostate. Il y a d'un côté ce qu'on appelle l'adénome de prostate, qui est la prostate qui augmente de taille avec l'âge, qui gonfle, et qui est quelque chose de totalement bénin. C'est-à-dire que c'est à la fois très enquiquinant, parce que ça donne des troubles urinaires invalidants, des envies fréquentes, des envies urgentes, des difficultés, des envies de se lever la nuit, mais en même temps c'est bénin, il n'y a rien de méchant derrière ça. De l'autre côté, de façon plus silencieuse, malheureusement, peut se développer un cancer de prostate. Ce n'est pas dans la même partie anatomique de la prostate que ça se développe. Et ça, c'est la deuxième pathologie prostatique. Et c'est celle qui doit faire bénéficier aux patients d'un dépistage. Parce que réellement, c'est là qu'on va pouvoir gagner en espérance de vie. Alors, comme dans beaucoup de cancers, il y a plusieurs formes dans celui de la prostate. Je crois d'ailleurs qu'il y a des cancers qui sont juste surveillés, si on puisse s'exprimer ainsi, et d'autres qui vont devoir faire l'objet de traitements peut-être plus agressifs. Absolument. Pendant, effectivement, ces 15 dernières années, on a beaucoup travaillé à l'idée de ne pas surtraiter les patients, et on s'est rendu compte à travers l'amélioration de la performance des examens, qu'on pouvait mieux définir quelles étaient les formes de cancer qui allaient progresser et celles qui n'allaient pas progresser ou qui allaient progresser plus tardivement. Ce qui permet aujourd'hui effectivement de proposer à un certain nombre de patients ce qu'on appelle une surveillance active, qui est en fait une surveillance qui est un petit peu plus armée qu'une simple surveillance clinique, qui repose sur des données aussi de biopsie, des données d'IRM, donc d'imagerie radiologique, qui permettent de suivre les patients sans les traiter, donc sans les exposer aux conséquences d'un traitement et aux fameux effets secondaires des traitements. Donc ça, c'est éviter le surtraitement. Alors dans cette maladie aussi, on l'a dit, la prise en charge a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'avancées et notamment l'arrivée du robot dans la spécialité, alors qui est un vrai bénéfice pour les patients, mais pas que, pour les chirurgiens aussi, je pense. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Alors le robot, c'est évidemment une fantastique avancée chirurgicale, tant pour le chirurgien que pour le patient. C'est réellement ce qu'on appelle de la réalité augmentée, c'est-à-dire que les capacités du chirurgien sont augmentées par la technologie. Alors on parle vulgairement de robot, mais en réalité, ce n'est pas un robot, c'est-à-dire que l'appareil ne fait rien tout seul. On parle de chirurgie robot assistée. Voilà, de chirurgie robot assistée. Le terme le plus exact, c'est de la téléopération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une intervention chirurgicale qui est commandée par le chirurgien, mais à distance et à travers un système qui augmente considérablement et sa vision. C'est-à-dire que le chirurgien est réellement en réalité augmentée, en immersion dans son patient. Il voit mieux. Et il voit extraordinairement mieux, comme s'il opérait avec un microscope. D'accord. Et en même temps, une augmentation considérable de la précision du geste avec un appareil qui permet de faire disparaître le tremblement et d'améliorer les déplacements des instruments chirurgicaux pour préserver au mieux les tissus sains
et puis retirer au mieux le cancer. Ça, c'est pour le chirurgien et pour le patient, évidemment, des bénéfices, notamment, j'imagine, moins de temps passé à l'hôpital, on s'en remet plus facilement. Déjà, la chirurgie laparoscopique, c'est-à-dire la chirurgie quand on opérait sans ouvrir, mais avec des trocars, des instruments longs, permettait aux patients de se remettre plus rapidement. Le fait d'utiliser maintenant un robot qui préserve mieux les tissus sains permet de diminuer les pertes sanguines, permet de diminuer la durée d'hospitalisation et puis permet surtout un retour plus rapide à la convalescence, c'est-à-dire à l'état de bonne santé, et un retour très rapide aux activités professionnelles, activités de loisirs, qui permettent aux patients de reprendre une vie la plus normale possible très rapidement. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on a aujourd'hui dans les formes de cancer qu'on doit traiter chirurgicalement. La qualité de vie, c'est important. La qualité de vie, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, plus que de sauver des vies dans le cancer de prostate, on travaille vraiment sur la qualité de vie à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est vraiment notre enjeu, c'est de savoir dépister quels sont les patients qu'on doit traiter aujourd'hui et qui ne supporteront pas les effets secondaires de traitements lourds, de traitements toxiques pour le cœur, toxiques pour les os, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce qu'ils auront bénéficié d'une intervention chirurgicale à temps. Et alors, on rappelle aussi que le robot, ce n'est pas le robot qui opère, vous l'avez bien dit, c'est vraiment l'homme derrière le robot, c'est vraiment le chirurgien. C'est pas la 4e dimension, docteur. Absolument. C'est très important de comprendre que derrière cet appareil fantastique de technologie, il reste des humains qui sont formés, longtemps et longuement formés à cette technologie, et qui ont totalement la main sur l'intervention. Et le robot n'a aucune autonomie, n'a aucune capacité de faire un geste par lui-même. C'est vraiment le chirurgien qui commande avec son œil, sa main, mais simplement avec une précision qui est infiniment augmentée. Et réellement, c'est un petit peu comme si on mettait une armure de Robocop pour opérer. Alors, on retient l'image qui est plutôt drôle, mais en tout cas, on sait que c'est très sérieux tout ça. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, on va commencer avec Eric qui nous demande si le dépistage est douloureux. Alors, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas très compliqué. Le toucher rectal, c'est pas agréable, mais c'est un examen. Absolument. Il faut rassurer Eric, je pense, sur ce point, c'est important. Le toucher rectal, c'est un moment assez bref de l'examen clinique. Ça dure quelques dizaines de secondes et c'est pas très agréable effectivement, mais c'est absolument pas douloureux. Les praticiens sont formés à cette pratique et c'est surtout extrêmement informatif. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cet examen qui est à la fois très simple et qui renseigne énormément et qui permet réellement de dépister des maladies. Et on rappelle que les filles font souvent régulièrement des frottis. Comment faire pour être opéré avec un robot? Est-ce que c'est accessible quand on est éligible finalement à cette technologie? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a la chance en France, je pense qu'effectivement, il y ait un maillage territorial, c'est-à-dire un réseau de développement de la chirurgie robotique et même une école de robotique en France, qui est parmi les pionnières et donc qui permet effectivement aux patients d'accéder dans quasiment toutes les régions de France à une intervention chirurgicale à robot. Ce qui est important de dire au-delà de ça, c'est que quand on est pris en charge par un chirurgien, le plus important, au-delà de la technique, au-delà de ce qu'on pourrait appeler un aspect marketing, il y a vraiment la relation de confiance qu'on peut avoir avec cette équipe. Et le robot, il vient comme élément de renforcement de cette équipe. Ouais. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que le patient et le médecin soient dans une relation de confiance et que l'équipe soit solide. Et il n'y a jamais d'urgence à opérer un cancer de prostate et les patients ont toujours le temps de se poser la question, d'interroger leur chirurgien et de rentrer dans une démarche vraiment participative qui leur permet de comprendre pourquoi on utilise cette technique et dans quel but. Parfait. Et est-ce qu'être opéré par un robot augmente l'espérance de vie, docteur? Clairement, aujourd'hui, l'objectif de la chirurgie robotique, ce n'est pas d'augmenter l'espérance de vie, c'est d'augmenter la qualité de vie. Encore une fois, on ne gagne pas. Notre objectif, ce n'est pas de sauver des vies, c'est vraiment de permettre aux gens de vieillir bien, de vieillir sans troubles urinaires, sans troubles sexuels ou avec le moins possible, et surtout de ne pas exposer les gens qui n'auraient pas été traités ou qui auraient refusé un traitement sous peur de ses conséquences, de l'exposer dans quelques années à la toxicité de traitements hormonaux très lourds pour contrôler la maladie prostatique. Merci infiniment, docteur. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles expertises santé.